toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Minimac de la lettre de l'acheteur avec place-de-la-bourse.fr, le bimensuel dédié au monde agricole et aux matières premières agricoles. Au programme cette semaine, nous ferons comme à notre habitude un tour de l'actualité de ces 15 derniers jours, puis nous retrouverons Bernard Prats-Desclaux pour la commo du jour, aujourd'hui consacrée au blé et au café. Et pour clore cette édition, nous recevrons sur le plateau de TV Finance Laurent Vitose, Laurent qui est directeur général de la coopérative agricole Val-France. Voilà, donc pour le programme de cette semaine, donc en ouverture de notre Minimac, eh bien, il est temps désormais d'aborder l'actualité via des articles que nous avons trouvés, que nous avons puisés sur le site internet lalettre-de-l'acheteur.com. Et on commence avec les exportations ougandaises de café qui ont diminué de 8% en volume en avril par rapport à la même période l'an dernier, en raison de la sécheresse et de la baisse des expéditions vers le Soudan, et ce en raison du conflit, a déclaré l'organisme de réglementation du secteur. Les expéditions de grains en avril ont totalisé 373 610 sacs de 60 kg, a déclaré l'autorité ougandaise de développement du café dans un rapport publié cette semaine et consulté par Reuters. L'Ouganda, je vous rappelle, est le plus grand exportateur africain de fèves de cacao, suivi de l'Éthiopie, qui cultive principalement la variété Robusta. Or, le Soudan est depuis longtemps l'une des principales destinations des exportations de café ougandais, mais les expéditions vers le pays ont chuté de 18%, des exportations totales en mars à 11% en avril, a indiqué l'UCDA. Je vous rappelle qu'un conflit a éclaté au Soudan le 15 avril entre l'armée et les forces paramilitaires de soutien rapide. L'une des conséquences de la sécheresse qui touche pratiquement toute l'Espagne est la pénurie de paille qui entraîne une forte augmentation de son prix. Face à cette situation, le président de la coopérative, Elias Olmeda, rappelle que la production de champignons dépend de la paille pour faire du compost. C'est pourquoi cette hausse de prix complique énormément le maintien de cette production. Plusieurs facteurs expliquent cette situation, la sécheresse, la guerre en Ukraine, les prix des carburants et de l'énergie, principalement le gaz, qui entraîne l'utilisation d'un plus grand nombre de sous-produits tels que la paille pour produire des énergies renouvelables. De plus, les pays du Moyen-Orient ont augmenté leurs achats de paille pour nourrir leurs animaux. Un autre facteur est que le transport de la paille était autrefois plus complexe, mais qu'il est aujourd'hui des milliers de tonnes, mais qu'aujourd'hui des milliers de tonnes peuvent être transportées par voie maritime. Pardon. D'après une communication de l'AOP Pêche et Abricots de France, les toutes premières cueillettes d'abricots français ont eu lieu la semaine dernière, mais les volumes significatifs mis sur le marché le seront à la fin de cette semaine et surtout la semaine prochaine. Sur l'ensemble de la saison, les prévisions effectuées tablent sur un volume légèrement inférieur aux prévisions de l'an passé, 64 000 tonnes commercialisées pour un potentiel global proche de 81 tonnes, soit 65% de la production nationale. Nous allons retrouver dans un instant la commo du jour avec Bernard Prats-Desclaux. Tout de suite sur TV Finance. Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette nouvelle édition du Minimac de la lettre de l'acheteur en partenariat avec place-de-la-bourse.fr. Et désormais, il est l'heure d'ouvrir notre rubrique La commo du jour avec Bernard Prats-Desclaux. Bonjour Bernard. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci Bernard d'être avec nous ce matin. Bernard, on va commencer votre commo du jour par le café. Le café, alors vous allez nous expliquer comment est-ce que ça se répercute techniquement, mais les cours du café qui vont être impactés par la production du principal producteur de Robusta vietnamien qui devrait chuter, mais également par le phénomène climatique El Niño qui pourrait créer un risque très important selon les experts. Du coup, comment ça se matérialise ces nouvelles-là sur le cours du café? Techniquement, comment est-ce que vous le traduisez? Alors, ça se matérialise tout simplement. En fait, on avait en fait un produit qui évoluait au-delà des $250 et qui est venu quand même s'appuyer brutalement sur une ancienne résistance qui datait des années 2020, légèrement supérieure à $140. Et depuis cette zone, cette zone a été touchée au mois de janvier et justement, depuis ce niveau, on est en train de rebondir fortement dans le canal haussier que l'on voit très bien, que vous avez mis à l'écran. Et on est en train, à l'instant, depuis plusieurs journées, dont maintenant, depuis en fait le début du mois, de travailler une zone support qui est une ancienne zone résistance de très court terme. Ce sont les petites flèches rouges que je vous ai mis sur le graphique.
qui est autour des 181, 50, 182 dollars. Et tant qu'on est au-dessus de cette zone, et hier, on est venu pour la troisième fois en contact avec cette zone. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est que cette zone support horizontal, elle correspond en fait en même temps à une oblique support. Donc si jamais les cours rebondissent sur les niveaux actuels, ce sera très positif, puisque ça voudrait dire que dans les prochaines semaines, on devrait avoir un rebond significatif en direction des hauts qui se situent sur les 205 euros, 207 euros. Donc vraiment, on est sur un niveau clé à surveiller pour les prochaines heures, pour les prochaines journées. Mais à l'inverse, attention, si jamais cette zone des 181, 180 dollars venait à céder, ben ça veut dire, ça indiquera très clairement une faiblesse. Ça voudrait dire que la tendance haussière qui a démarré en janvier est en train probablement de ralentir, voire de se retourner. Et à ce moment-là, ben, il faudra regarder vers le bas, plutôt vers les niveaux support, autrement dit plutôt vers les 172, voire les 163 euros, légèrement sous le dernier creux. Ok, très clair. Mais donc, a priori, hein, vu que la production du premier producteur mondial de café, le Vietnam, devrait chuter et que le phénomène climatique El Niño devrait impacter négativement les récoltes, on peut supposer que la probabilité d'une poursuite du mouvement vers le haut devrait être plus importante quand même. C'est ça. Ok, très clair. Exactement. Merci Bernard pour toutes vos précisions, votre œil, votre analyse. On va poursuivre avec le blé qui pourrait lui poursuivre son ascension selon vous. Alors, le blé, on est sur une configuration graphique assez exceptionnelle. Alors, on a connu bien évidemment une accélération brutale, formidable, exceptionnelle, hélas, avec la guerre en Ukraine. Mais depuis, ben, on s'est replié puisqu'on est passé de 1400 et quelques, on est redescendu au niveau des 600, 612 auxquels on se situe désormais. Les données que je vous montre, que vous avez mis à l'écran, sont des données hebdomadaires. Et cette zone, elle est tout simplement cruciale puisque ce niveau correspond à des points bas touchés en 2019, au printemps, en automne. Et donc, vraiment, c'est un niveau support crucial, très lointain, je dirais. Et le problème, presque, je dirais, c'est que l'on y arrive très vite, très rapidement, et que même en données hebdomadaires, on le voit très bien sur le graphique, le graphique est en train de virer au rouge, et ça, c'est potentiellement un signal négatif très puissant. Alors, la seule chose, je dirais, le seul élément un peu positif, c'est que vraiment on vient de très loin, très haut, et que le support que l'on va travailler est vraiment un support clé, un support crucial sur lequel ben, beaucoup d'agriculteurs que je connais vont se présenter en fait à l'achat. Mais c'est vraiment à surveiller. Il faut vraiment que ce support tienne. Ce support est entre les 570 et les 592. Si jamais ce support venait à céder dans les prochaines semaines, hein, puisqu'on est bien en données hebdomadaires, attention, ça voudrait dire que l'on ferait une nouvelle vague de baisse et ça pourrait vraiment conduire sur des niveaux relativement bas. Donc surveillez vraiment ce qui se passe sur cette zone. Il faut vraiment que les acheteurs se présentent. Si c'est le cas, à ce moment-là, la baisse depuis le dégonflement de cette bulle qui avait été créée avec la guerre, donc la baisse devrait s'arrêter et à ce moment-là, on retrouverait le mouvement habituel depuis de très longues années, c'est-à-dire un trading range et un trading range qui pourrait évoluer entre cette zone 570-592 jusqu'à une zone résistance qui est située sur les 778. Mais alors, si je suis votre raisonnement, Bernard, est-ce qu'il faudrait, et qu'on se met à la place des agriculteurs, est-ce qu'il ne faudrait pas attendre finalement, repousser un peu ces achats et attendre que le cours continue de baisser? Puisque ça semble être la tendance, justement. Alors, je vois ce que vous voulez dire. Alors, lorsque je vous parlais des agriculteurs et des achats, c'est parce que je travaille notamment avec des agriculteurs qui se couvrent notamment sur les matières premières qu'ils vont travailler, qu'ils vont produire. Et en fait, ils ne font pas de la spéculation, mais ils peuvent acheter à ces niveaux-là sur les
contrat futur. Voilà. Okay. C'était ce que je voulais dire. Voilà. D'accord, oui, c'est pas pour remplir leur stock en fait, en réalité. C'est vraiment. C'est ça. D'accord, ok, très clair. Bah écoutez, merci beaucoup. Ouais, très bien, c'est de la couverture, c'est de la finance pure et dure, en fait, en réalité. Merci beaucoup, Bernard, d'avoir été avec nous ce matin. Bernard Prats d'Esclos, hein, qui est attentif aux mouvements qui se produiront sur le café et le blé. On marque une courte page de publicité. On se retrouve juste après avec notre invité, Laurent Vitoz. À tout de suite sur TV Finance. Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette nouvelle édition du Minimac de la lettre de l'acheteur en partenariat avec place-de-la-bourse.fr et désormais il est l'heure de recevoir sur notre plateau Laurent Vitoz. Bonjour Laurent. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Laurent Vitoz, vous êtes directeur général de la coopérative agricole Val-France. En introduction, Monsieur Vitoz, j'aimerais connaître le moral des investisseurs, puisqu'ils font des agriculteurs, excusez-moi. Le moral des investisseurs. Qui sont aussi des investisseurs, comme on l'a vu juste avant avec Bernard Prats d'Esclos. Mais effectivement, le moral des agriculteurs, qui pourrait être, selon moi, impacté par les aléas climatiques qui touchent la France actuellement, la situation économique qui ne s'embellit pas, la réforme des retraites qui impacte négativement je dirais, la pénibilité, qui rajoute un peu de pénibilité au travail déjà pénible des agriculteurs, les rapports tendus avec la grande distribution. Du coup, quel est le moral actuellement des agriculteurs, de vos agriculteurs, Monsieur Vitoz? Alors, vaste question tout ça. Hein. Alors, on va pas refaire ici le débat des retraites, mais ce qu'il faut savoir, et vous l'avez dit, agriculteurs, d'abord, il y a différents types quand on parle d'agriculteurs. Là, moi, je ne parle que d'agriculteurs, de producteurs céréaliers. Val-France est une coopérative céréalière, donc j'ai pas la prétention de parler au nom des éleveurs, des laitiers et de tous les... voilà. Donc, mais globalement, vous l'avez dit, agriculteur, quel que soit le type d'agriculture, c'est un métier qui est compliqué, qui est pénible, qui est usant. On vit au rythme des moissons, de la climatologie. Donc l'impact de la réforme des retraites, c'est clair qu'elle n'est pas, comme l'ensemble de la population, elle est difficilement acceptable parce qu'on parle de petites retraites chez les agriculteurs. Hein, c'est catastrophique, c'est laborieux. Donc on parle de travailler plus tard avec une pénibilité que l'on connaît. Donc c'est sûr que je ne peux pas me faire porte-parole d'un agriculteur parce que je ne suis pas moi-même agriculteur, mais quand je discute de ce sujet-là avec mon conseil d'administration, c'est compliqué. C'est effectivement, ce sont des facteurs qui influent forcément sur le moral des agriculteurs. Alors on parle du moral des agriculteurs. Alors encore une fois, je parle céréalier, je parle de ma région parce que je n'ai pas la prétention. Vous le voyez dans la climatologie en France aujourd'hui, hein, entre le nord de la France et le sud de la France, la pluviométrie n'est pas la même. C'est ce que vous nous expliquez. Alors juste en off, hein, je suis totalement transparent. Vous nous disiez que justement Val-France est plutôt positionné, est clairement positionné au nord de la Seine. On est au nord-Seine, tout à fait. Et justement, vous nous disiez que vous rencontriez pas vraiment de problématique de sécheresse, même c'est plutôt l'inverse. Alors on a eu dernièrement, on a été un peu béni des dieux par rapport au sud de la France ou l'Espagne ou le nord de l'Afrique, on a eu une pluviométrie qui était favorable. Excessive même peut-être. Alors excessive. Je suis pas un expert hydrologue, donc d'ici à dire que les nappes phréatiques, parce qu'on parle beaucoup des nappes phréatiques et puis de l'eau de superficie. En tout cas, en eau de superficie, pour les cultures actuelles qui vont être récoltées dans un mois, la situation est bonne. On n'aime jamais dire ça dans le monde de l'agriculture parce qu'on a toujours peur que ça nous apporte par superstition. Mais aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que le potentiel est là et l'humidité a été bonne. Il nous manque un peu de luminosité et de température, mais globalement, par rapport à nos collègues du sud ou de la façade ouest de la France, vous êtes plutôt dans une bonne situation, une situation plutôt favorable. On va revenir justement sur la qualité de cette récolte. J'ai pas répondu par rapport au moral des troupes quand même. Hein. On sort de 2 années céréaliers, je parle des céréaliers, de 2 années qui ont été satisfaisantes. Exceptionnelles. Ce terme-là, les cours du blé ont atteint des plus hauts. Les cours du blé ont atteint des sommets, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous les agriculteurs n'ont pas vendu au sommet. Hein, c'est comme en bourse. Hein. Celui qui vous dit qu'il a vendu, qu'il a acheté au plus bas et qu'il a vendu au plus haut, il y en a un sur 200. Donc, mais globalement, les situations. Hier, il y avait un congrès de la GPB à Paris. C'est l'association des producteurs de blé en France. Hein, qui regroupait donc l'ensemble des producteurs de blé au niveau national. Il a été
été dit par le président Thirouin et heureusement qu'on a eu ces 2 années qui ont permis aux trésoreries de se renflouer un peu, donc qui remet un peu de baume au cœur, au moral des agriculteurs, parce que quand on voit toutes les contraintes, les normes, et les règles qui nous tombent dessus, etc., l'agribashing, quand on en parle depuis des années, ils avaient besoin quand même de ces niveaux de cours pour se renforcer. Pour se renforcer. Et encore, on va dire ça. Donc, on comprend. Alors, on l'a vu juste avant avec Bernard Pratzesclos. On voit le cours du blé qui s'effondre littéralement. Ouais. On va essayer de comprendre avec vous pourquoi, quel va être l'impact éventuellement sur les prix aux consommateurs. Oui. Mais avant toute chose, vous parliez de normes, de certification. Val-France, fin 2022, donc votre coopérative, la coopérative que vous dirigez, a obtenu la certification AFNOR RSE. Pourquoi avez-vous engagé une telle démarche et comment avez-vous procédé pour obtenir cette certification? Alors, cette certification, la RSE, donc c'est 3 lettres qui vont prendre, et notamment dans la finance, je pense que vous devez régulièrement aborder le sujet, la finance verte va prendre de plus en plus d'importance dans les années à venir. Donc chez Val-France, on n'est pas une coopérative de taille pour laquelle on est imposé de rentrer dans cette démarche-là. C'est une démarche qui est simple, qui est purement volontariste. D'accord, très bien. Donc c'est une démarche qui a été initiée il y a 4 ans chez Val-France, mais le socle de la RSE chez Val-France, en fait, c'est comme M. Jourdan de Molière. Tout le monde fait de la RSE sans le savoir, comme la prose sans le savoir. Donc on a simplement décidé et voulu passer à la vitesse supérieure et formaliser un peu plus toutes les actions que l'on faisait en termes de social, d'environnemental, voilà. Donc c'est le fruit du travail des collaborateurs avec le conseil d'administration. Et puis il était nécessaire pour nous de formaliser tous les efforts qui sont faits au quotidien par l'ensemble de vos adhérents, par l'ensemble des adhérents. Alors là, on parle vraiment coopérative, mais c'est important pour nous de formaliser ça avec une certification AFNOR, avec un organisme nationalement reconnu. Et voilà. Donc c'est une belle récompense, c'est une belle reconnaissance. Et j'ai souvent tendance à dire, on est une des premières, ou voire la première coopérative de cette taille-là, à obtenir un niveau certification AFNOR confirmé. Donc c'est une fierté pour nous. Eh ben, écoutez, vous avez bien raison d'être fier. Vous avez abordé en introduction très rapidement les conditions de la récolte qui devrait se faire, la récolte de cet été. Alors traditionnellement c'est plutôt juillet si j'ai bien compris. Potentiellement ça pourrait être juin cette année selon les conditions climatiques, à voir de toute façon. Quels sont les premiers tours que vous pouvez nous faire partager quant à la récolte de cet été, la qualité du blé, etc. On a tendance à dire, alors c'est toujours un peu sensible parce que les dernières semaines sont des semaines qui sont cruciales. Déterminantes. En 2016, pourquoi ça a été une catastrophe? C'est que tout allait très bien dans la plaine, sauf que les derniers mois ou les 2 mois ont été catastrophiques en termes de pluviométrie et ça a ruiné la récolte. Mais à date aujourd'hui, on peut dire que le potentiel, encore une fois, je parle dans ma zone. Oui, bien sûr, on est Nord-Seine, effectivement. Voilà. On est Nord-Seine. Alors, si on parle Nord-Seine, le potentiel est là. On est sur un potentiel de bonne à très bonne récolte. On avait cru comprendre. Maintenant, si la météorologie des 3 prochaines semaines est catastrophique, ça changera la donne. Mais pour l'instant, on est sur une bonne récolte. Ok, très clair. Donc là, pour le coup, le moral est bon des agriculteurs. Il y a toujours des difficultés quand même, parce que quand on dit bonne moisson avec un potentiel important, n'oublions pas qu'on est quand même, on produit beaucoup de blé en France. On produit beaucoup de blé de qualité. Qui dit blé de qualité dit blé avec des protéines. Donc ça veut dire que pour faire de la protéine dans les grains, il faut mettre de l'azote, il faut nourrir le sol. Il faut des engrais. En fait. Il faut des engrais, que ce soit organique ou peu importe, mais il faut des engrais. Et dernièrement, le soleil qu'on connaît aujourd'hui nous arrange parce que dernièrement, avec la climatologie un peu négative qu'on a eue jusqu'à il y a 15 jours, 3 semaines, avec beaucoup de pluie, les agriculteurs ne pouvaient pas rentrer dans les champs. Donc pas de... parce que les champs étaient inondés en fait. Non, parce que les champs, sans être inondés, la structure de la terre ne permettait pas aux tracteurs de rentrer dans les champs. Ça risquait d'abîmer les cultures en fait. Trop boueux, voilà. Donc voilà, ça risquait d'abîmer les cultures et donc dans ces cas-là, l'agriculteur ne s'aventure pas dans son champ. Donc là, la climatologie nous est favorable. Aujourd'hui, ils peuvent faire ces traitements, ils peuvent mettre de l'engrais, ils peuvent voilà. Donc
Potentiellement, on est sur une bonne récolte. D'accord, donc Et le corollaire de la chose, c'est que qui dit bonne récolte, alors c'est pas la France qui fait le marché mondial, mais cette situation elle est un peu globale de partout. Le corollaire, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, effondrement des prix. On est passé de 350 € en blé à peu près 200 € aujourd'hui. Donc, et on a même vu que ça pouvait tomber à 180, 170. Voilà. Techniquement, oui, potentiellement. Ouais. Encore une fois, il y a 3 semaines, la Russie, l'État russe interdisait à ses exportateurs d'exporter du blé à moins de 275 $. Force est de constater que ça n'a pas forcément été respecté. Et aujourd'hui, les marchés se traitent de manière inférieure. Donc, oui, ça peut baisser, ça peut perdre encore 20, 30 €. Je ne sais rien. Ouais, vous pensez. Oui, c'est ça. Personne n'en a. Est-ce que vous pouvez me dire si demain l'euro-dollar sera à 1 ou à 1,20 ? Non. Bon. Voilà, très clairement non. Par contre, il y a des indices qui peuvent laisser supposer que le mouvement actuellement en place pourrait se poursuivre ou non. Vous commencez effectivement à répondre à ma question et c'est très bien. Ouais, donc effectivement, on observe depuis mi-2023 une détente sur les prix des matières premières agricoles et notamment le blé, les grains. Donc vous l'expliquez par le fait que y a un excédent en fait de production sur le marché. Quel autre comment est-ce qu'on peut l'expliquer autrement en fait finalement parce qu'on voit que la Chine s'est réouverte du coup potentiellement. Oui, la Chine s'est réouverte, mais n'oubliez pas une chose, c'est que la Russie exporte 45 millions de tonnes. 45 millions de tonnes, chose qu'ils n'exportaient pas il y a 10 ans. Donc on nous tient un petit peu en haleine avec le fameux corridor ukrainien. Oui, c'est ça, qui a été réouvert dernièrement. Oui, mais bon, voilà, à chaque fois, les marchés sont toujours suspendus à ce genre de choses-là. Mais encore une fois, bien sûr qu'il sera réouvert et réouvert. La Russie doit exporter 45 millions de tonnes, même s'ils en font à part du corridor, ils ont besoin de le faire. Donc c'est un peu, c'est un peu du tape à l'œil. D'accord, ouais, c'est ça, c'est les marchés qui aiment se faire peur, mais en réalité. Donc ça veut dire ce que les marchés ont horreur des incertitudes. Exactement. Et ils aiment bien se faire peur. Donc, et avec Monsieur Poutine aux commandes de son État, on a de quoi se faire peur. Enfin, il y a très clairement un risque en tout cas. Il y a des incertitudes. Il y a des incertitudes, exactement. Et ça, les marchés n'aiment pas les traitent des incertitudes. Du coup, potentiellement. Pour répondre à votre question, je m'excuse. Non, je vous en prie. Les marchés baissent parce que les marchés ont c'est triste à dire, mais les marchés ont accepté, ont validé et se sont habitués au fait qu'il y ait ce conflit en Ukraine. Les forces en présence se sont établies. Il y a le corridor, il y a ne serait-ce que hormis le corridor, il y a énormément de céréales qui ont été exportées par voie terrestre par le train, camion, en Pologne, tous les pays limitrophes. Ça pose notamment des problèmes de prix dans ces pays-là. Mais voilà, les marchés se sont habitués, et ce qui fait que même qu'on soit encore à un conflit aux portes de l'Europe, les prix n'ont fait que baisser. Exactement. Les prix malheureusement, on s'habitue. On s'habitue, donc ça veut dire que ça va continuer. Selon vous, ça allait être ma question. Est-ce que vous pensez, pareil, vous n'avez pas de boule de cristal, personne n'en a, mais a priori, les conditions de marché sont plutôt réunies pour que les prix continuent malheureusement. Hélas, malheureusement. Alors, parce que vous placez du côté des agriculteurs, mais si on se place du côté du consommateur, maintenant qui voit effectivement, dont le pouvoir d'achat a été rogné par cette inflation record sur les produits transformés issus des matières premières agricoles et notamment des grains, ce que vous nous dites, c'est que cette désinflation pourrait éventuellement se poursuivre. Est-ce qu'elle va être répercuté dans le prix des produits transformés selon vous? Est-ce que déjà c'est du fait des coopératives agricoles finalement, cette détermination du prix? Alors nous ne sommes qu'un maillon de la chaîne. C'est ça en fait. Aujourd'hui les prix les prix mondiaux sont décidés soit à Chicago, soit il faut bien comprendre que l'agriculteur français n'est qu'un pion dans cette grande spirale mondiale. Le prix du blé mondial, où on parle du blé, où on pourrait parler du colza, du soja, etc., c'est pas chez nous que ça se décide. Ouais, bien sûr. Nous, on n'est que l'ultime maillon qui subit en fait les cours. C'est pas l'agriculteur français qui va dire je veux que mon blé soit vendu à tel. Non. Malgré les lois Egalim 1 et Egalim 2, soyons réalistes. L'agriculteur encore subit. Mais pourquoi est-ce que les coopératives agricoles se transforment pas en distributeurs alors dans ces cas-là? Pourquoi est-ce que vous ne distribuez pas vos produits finalement?
C'est une question que j'aime poser Alors, aux coopératives agricoles parce que c'est vraiment, je me le pose en fait. C'est une vraie question que je me pose. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas structuré comme ça. Il faut avoir des moyens financiers. Le ticket d'entrée doit être certainement important. Les coopératives agricoles ont les moyens financiers a priori. Si détrompez-vous. Encore une fois, on n'est pas là pour. On n'est pas une entreprise classique, lambda. On n'est pas une entreprise classique lambda. On n'est pas là pour faire du résultat. On est là pour le résultat que l'on génère. Il est là pour être redistribué. Alors aux adhérents, aux associés. Et redistribué aux sociétaires, aux agriculteurs. C'est ça l'enjeu d'une coopérative. D'accord. Si il y a 100 ans, les agriculteurs se sont réunis en coopérative, c'est pour être plus forts ensemble. Ouais, c'est ça. C'est une mutualisation des compétences en fait. Exactement. Des moyens et des compétences. Mais justement, maintenant que vous avez cet effet d'expérience, vous parlez d'à peu près un siècle que les coopératives existent. Du coup, l'expérience existe. Vous savez vous organiser. Vous avez de vraies compétences. Pourquoi est-ce que vous distribuez? La grande distribution, c'est un partenaire obligé, en fait, en réalité, c'est ancré également. Alors, je vais prendre un exemple. On a commencé à le faire. On a créé des magasins, des gammes verts, des choses comme ça. InVivo, notre maison mère, a racheté déjà il y a quelques temps Jardiland. Voilà, avec le plan InVivo by 2030, avec les négociations qui sont à l'heure actuelle, donc je suis totalement étranger, donc j'en parlerai pas. Bien sûr. Avec Casino, etc. Et si vous voulez pas répondre à mes questions, vous le dites, parce qu'effectivement, je le dis, ça n'a pas été préparé, c'est des questions que je vous ai pas envoyées du coup. Mais j'ai pas de souci par rapport à ça. Mais nous, modeste coopérative de base, on n'a pas la possibilité de le faire. Le ticket d'entrée, c'est trop important. Voilà. Mais par contre, la maison InVivo, gérée par Thierry Blandinière, ont cette velléité, cette volonté justement d'englober l'ensemble de la chaîne et de se rapprocher de la distribution et d'être distributeurs par eux-mêmes, par des partenariats et autres. C'est peut-être ça la solution. Peut-être que c'est la solution, mais effectivement, les derniers mouvements de croissance externe réalisés par les coopératives se dirigent vers l'achat de marques. En fait, pour l'instant, les coopératives achètent des marques. Je crois que c'est les yaourts, certains ont acheté une marque de... Alors encore une fois, là, c'est pas des coopératives céréalières. C'est pas céréalière, je peux pas m'engager. Mais oui, il y a en tout cas, il y a eu un mouvement comme ça ces dernières années. Mais ça pourrait être une solution. De toute manière, dans toutes les études qui sont faites et qui ont été faites et qui seront faites encore, on se rend compte que la concentration de la marge est à la fin de la chaîne. La concentration de la marge n'est pas dans le maillon... du côté de l'agriculteur. Non, c'est sûr. Donc c'est sûr qu'il y a une réflexion qui doit être menée et ce que mène InVivo aujourd'hui. Comment capter cette marge qui est dans le maillon final. Voilà, donc alors après, pour répondre à votre question, parce que vous m'avez posé une question par rapport au pouvoir d'achat des consommateurs, etc. La désinflation observée sur les marchés financiers. La logique, elle est claire. On est passé d'un prix de blé de 350 à blé tendre à 200. Donc ça veut dire que ou en blé dur, c'est la même chose. En colza, c'est pareil. On est passé de 1000 € à quasiment 450 €. Donc automatiquement, le consommateur français doit s'attendre à une diminution des prix dans les magasins, supermarchés ou quel que soit dans les mois qui viennent. Alors, je ne sais pas les négociations qu'il y a à l'heure actuelle entre les grandes distributions et les industriels, mais la logique veut que... Normalement, ça se répercute sur le pouvoir d'achat enfin, ça ferait augmenter le pouvoir d'achat des ménages. Tout du moins, ça devrait faire baisser les prix à la consommation. Tout à fait. Ok, très clair. Merci Laurent Vitos. Une dernière question, celle-là préparée. Est-ce que le phénomène El Niño, qui commence à prendre de l'ampleur et qui évidemment va impacter les cultures du sud de l'hémisphère, est-ce qu'on en parle dans le nord de l'hémisphère et notamment au nord de la Seine? Est-ce que c'est un sujet ou pas en fait en réalité? Alors, c'est peut-être un sujet de journaliste ou d'expert ou autre, mais alors, très sincèrement, El Niño, moi, ça fait 30 ans que je suis dans la profession. Ça fait 30 ans, et j'ai travaillé pour des groupes américains, ça fait 30 ans que dans la profession, on me parle d'El Niño. Avec le El Niño et son pendant, c'est La Niña. Voilà. Donc, El Niño dans le sud. La Niña dans le nord. Très sincèrement, je suis un petit peu dubitatif sur ce phénomène-là. Il existe. C'est clair qu'il existe. Maintenant, c'est un problème de statistique. Et c'est un problème statistique, c'est-à-dire que quelle est la force d'El Niño? C'est comme là, il faut être mathématicien. Parce que si vous avez une probabilité que El Niño se développe à 60%, ça ne veut rien dire. Si El Niño a une probabilité de se mettre en place dans l'hémisphère sud à 95%, là pour un mathématicien, là ça veut dire que la probabilité est énorme.
Et là, on connaît la probabilité de mise en place d'El Niño. A priori, tout le monde dit que il est en train d'arriver, quoi. Très sincèrement et très humblement, je ne suis pas à même de dire si, encore c'est. Il faut toujours trouver quelque chose. C'est l'euro-dollar, l'El Niño. Le corridor de la mer Noire. Vous avez tout compris. Ouais, c'est ça, effectivement. Mais en tout cas, les vrais spécialistes de la climatologie au niveau mondial se rendent compte qu'il y a des phénomènes de plus en plus probants entre l'hémisphère sud, les courants chauds marins, etc. Et dans les 3-4 dernières années, la climatologie et l'humidité dans l'hémisphère sud a été plus importante qu'à d'habitude. Donc il y a quelque chose qui se passe. Maintenant, je ne suis pas à même de vous dire si ça, oui, a priori, vous pensez plutôt que non. On verra effectivement. De toute façon, c'est encore une fois des prévisions. Ok, merci beaucoup, Laurent Vitose, d'avoir été avec nous ce matin. Merci vraiment à vous de toutes vos réponses, de vos explications et de votre transparence sur des questions qui parfois ne vous ont pas été envoyées. Je vous remercie. Merci à vous de donner la parole aux agriculteurs. Écoutez, j'espère pouvoir vous réécouter encore prochainement et pouvoir avoir accès justement à ces agriculteurs. Et on croise les doigts. Merci beaucoup, Laurent Vitose, directeur général de la coopérative Val France. Nous, cette édition est désormais terminée. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle édition du magazine de la lettre de l'acheteur en partenariat avec place de la bourse.fr. Très bonne journée sur TV Finance.